sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'affaire Jean-Luc Brunel, une ramification française d'une affaire américaine, celle du trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. En juillet 2019, le multimillionnaire Jeffrey Epstein est arrêté aux États-Unis à la descente de son avion privé. Il est accusé, pendant plusieurs décennies, d'avoir organisé un trafic sexuel de jeunes femmes, souvent mineures. Les enquêteurs du FBI épluchent sa correspondance, ses registres de vol et surprise. Jeffrey Epstein voyageait régulièrement en France où il avait un appartement à Paris. Plus encore, un de ses plus proches amis s'appelle Jean-Luc Brunel, un agent de mannequin français qui a cofondé l'agence Karine Model. L'association Innocence en danger signale l'affaire à la justice française. Une enquête est ouverte et des femmes se manifestent. Elles disent avoir été victimes de violences sexuelles de la part de Jean-Luc Brunel. Malheureusement, comme Jeffrey Epstein avant lui, l'agent de mannequin français mettra fin à ses jours en prison. Il reste pour toujours présumé innocent. La voix du crime de cet épisode, c'est maître Anne-Claire Lejeune. Elle représente 6 femmes qui accusent Jean-Luc Brunel de violences sexuelles. Elle raconte comment elle les a assistées pendant cette enquête à la dimension internationale. Bonjour maître Lejeune. Bonjour. D'abord, qui est la première de ces 6 femmes à vous contacter ? Comment s'appelle-t-elle ? C'est Tissia Huisman. C'est une mannequin hollandaise qui va être à l'époque envoyée à Bruxelles pour exercer en tant que mannequin. Et son agence bruxelloise va l'envoyer à Paris afin qu'elle réalise un essai avec Jean-Luc Brunel. C'est comme ça qu'elle va initialement rencontrer Monsieur Brunel. À l'époque des faits qu'elle décrit, Tissia Huisman, on est en 1991, mais elle vous contacte bien plus tard. Elle me contacte au mois d'août 2019, peu après le décès de Jeffrey Epstein. Elle va me dire qu'elle a des révélations à me faire concernant notamment les liens d'Epstein avec Brunel et aussi concernant des faits dont elle a été elle-même victime. Et ces faits, qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Alors, elle m'explique qu'elle a été hébergée par Jean-Luc Brunel lorsque elle était censée travailler au sein de l'agence Karine Model et que au cours de cet hébergement qui est assez court, qui a duré 3 nuits, eh bien, elle va être victime d'un viol et elle va me donner des détails sur la manière dont ça s'est déroulé. Notamment le fait que Jean-Luc Brunel va lui offrir une boisson à l'issue d'un dîner et que peu de temps après, elle va avoir des trous noirs, perte de mémoire, et elle va se réveiller alors que Jean-Luc Brunel est en train de la violer. À l'époque, l'enquête ouverte à l'encontre de Jean-Luc Brunel est une ramification d'une autre enquête. Vous en avez parlé, de celle qui vise Jeffrey Epstein aux États-Unis. Ce multimillionnaire a été accusé de trafic sexuel. Il s'est suicidé en prison en août 2019, donc peu avant que Tissia Huisman vous contacte. Qu'est-ce qu'elle vous dit au sujet des liens entre Brunel et Epstein ? Alors en fait, elle est informée de l'ouverture d'une enquête en France. À ce stade-là, Tissia Huisman, elle va simplement me dire que sur la courte durée où elle était au domicile de Jean-Luc Brunel, elle pense avoir aperçu Jeffrey Epstein à son domicile lors d'une soirée avec plusieurs convives. Elle m'en dira pas plus, simplement ça permet de démontrer qu'il y avait quand même un lien fort d'amitié entre ces 2 hommes. Sur ces ramifications, elle n'a pas d'autres informations à me communiquer. C'est ensuite le déroulé de l'enquête qui permettra d'en apprendre davantage. Et vous, quand elle vous contacte, vous aviez suivi le volet international avec l'affaire de trafic sexuel de Jeffrey Epstein ? Alors j'avais suivi, je dirais de loin, par l'intermédiaire des médias, ce dossier-là, parce qu'effectivement il y avait des mineurs impliqués, et donc vu que je traite beaucoup de ce type de dossiers, je suivais quand même de manière assez attentive le déroulé de cette procédure aux États-Unis.
Et au final, vous parliez de l'enquête tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle met en lumière des liens entre Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel ? Cette enquête, elle va permettre de démontrer qu'il y a un lien de grande proximité entre les deux hommes. Initialement, on pense que ce sont des contacts, éventuellement des amis, mais on n'a pas idée du lien qui les unit réellement. On va s'apercevoir qu'effectivement, Jean-Luc Brunel va aller rendre visite à Jeffrey Epstein quand il est incarcéré, qu'ils vont voler ensemble, donc dans différentes directions. Ça peut être les Bahamas, ça peut être l'île de Jeffrey Epstein. Il y a de nombreux vols en commun et puis il y a des échanges de mails quand même aussi extrêmement nombreux. Ils vont parler notamment de jeunes femmes, voire de très jeunes femmes. Donc en France, il y a 2 volets dans l'enquête qui visent Jean-Luc Brunel. Il y a ce volet trafic sexuel et un volet pour viol et agression sexuelle. Jean-Luc Brunel est placé sous le statut de témoin assisté dans le premier volet, donc celui de trafic sexuel. Quels éléments y a-t-il contribué dans cette enquête et pourquoi il n'est que témoin assisté à ce stade ? Les clientes, vous avez parlé des 6 clientes que j'ai représentées au cours de cette procédure. Elles dénonçaient uniquement des faits de viol à l'encontre de Jean-Luc Brunel et elles n'évoquent pas les faits de trafic d'êtres humains. Elles n'en parlent pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un volet, je dirais, qui était plus à distance de ce que pouvaient me dire et dénoncer mes clientes. Néanmoins, sur cet aspect, ce volet aussi de la procédure, il a été mis en avant que Jean-Luc Brunel et Jeffrey Epstein évoquer des échanges de jeunes filles ou des présentations. Et donc, ce qui a interrogé le magistrat instructeur, c'était de savoir quel était le but de ces présentations. Est-ce que derrière, c'était à des fins ou non d'exploitation sexuelle. Mais je rappelle, et vous l'avez très bien dit, qu'il était uniquement témoin assisté. On attendait notamment des retours de la procédure américaine qui sont arrivés tardivement et Jean-Luc Brunel est décédé avant. Après Ticia Huisman, il y a d'autres femmes qui vont vous contacter et l'une d'elles a déjà témoigné de ce qu'elle a vécu sous la coupe de Jean-Luc Brunel. C'était dans un documentaire de la chaîne de télé américaine CBS en 1988, donc 30 ans auparavant. Ces faits, dont ceux que vous raconte Ticia Huisman, sont prescrits. Au moment où ces femmes vous contactent, qu'est-ce qu'elles attendent de vous et de la justice ? Elles attendent avant tout d'être reconnues comme victimes. Elles espèrent que les choses vont enfin pouvoir bouger, notamment après l'ère post-MeToo. Elles se disent que c'est peut-être le moment et que Jean-Luc Brunel va être exposé. En réalité, cette victime qui dénonce les faits en 1988, elle attend déjà à cette époque-là que sa parole soit entendue, ce qui ne va pas du tout être le cas. Il ne va pas y avoir d'investigation à l'époque. Ça va être très rapidement clôturé. Et donc, elle voit dans cette enquête qui s'ouvre en 2019 enfin la possibilité de faire entendre sa voix. Et donc, même si les faits sont prescrits, elle décide de venir faire un signalement auprès de la justice française. Et vous les sentez dans quel état d'esprit à l'idée que finalement leurs faits sont prescrits et qu'elles ne pourraient pas aller jusqu'au procès ? Je pense qu'elles sont motivées par l'idée de pouvoir s'aider les unes les autres. On parle beaucoup de sororité, mais c'est vrai que ce mot, on l'a vu réellement s'illustrer dans cette procédure. On sentait qu'il y avait une volonté de prendre la parole pour témoigner, notamment et pour aider les femmes qui dénonçaient des faits non prescrits. Donc, je pense qu'elles ont conscience. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est pas douloureux. C'est toujours douloureux lorsque on vous dit que, au vu du délai de prescription, vous n'allez pas pouvoir être reconnu dans votre statut de victime. C'est évidemment compliqué à appréhender. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette volonté de pouvoir se supporter les unes les autres. Et on sait que la force du nombre va être un élément essentiel dans cette procédure. Vous parliez des 2 femmes qui dénoncent des faits non prescrits. Qui sont-elles ? Qu'est-ce qu'elles racontent ? La première qui va me contacter, c'est une jeune femme qui a connu Jean-Luc Brunel dans un cadre privé. C'est un peu différent de tout ce qu'on a pu voir sur les mannequins qu'il a pu rencontrer dans le cadre professionnel. Là, on est dans un cadre privé. Elle rencontre Jean-Luc Brunel en 2016, alors qu'elle fait du babysitting pour des neveux et nièces de Monsieur Brunel. Elle va dénoncer des faits de harcèlement sexuel.
sexuelle. Donc on est sur une autre qualification. Simplement, elle décide de parler parce qu'elle se rend compte à ce moment-là que les femmes qui dénoncent des faits non prescrits sont quand même assez rares et en tout cas hésitantes à prendre la parole. Donc elle décide de venir rapporter son expérience. Et la deuxième, qui va me contacter, mais bien plus tard, vraiment en cours d'information judiciaire, c'est une mannequin très connue d'un pays nordique qui va beaucoup hésiter avant de parler parce qu'elle a peur que son nom sorte et que ça puisse nuire à sa carrière. Et finalement, elle fait le choix aussi, au vu de la gravité des faits qu'elle a subis. Elle dénonce des viols alors qu'elle avait 16 ans et demi. Elle fait le choix de prendre la parole à ce moment-là. Et vos clientes sont pour la plupart des femmes d'origine étrangère. Qu'est-ce que ça change pour vous à votre travail ? Ça change beaucoup de choses sur plusieurs aspects. Déjà, ça explique pourquoi, à l'époque, il était compliqué pour elles de passer la porte d'un commissariat et dénoncer les faits qu'elles avaient pu subir. Et puis, il y a un vrai exercice de pédagogie, de compréhension qui doit être fait auprès d'elles parce que dans les pays dont elles sont originaires, eh bien, parfois la prescription n'existe pas ou parfois elle est bien plus longue que notre prescription en France. Donc, c'est des choses qui interrogent, qui sont, là encore, difficiles à appréhender. Donc, il y a aussi cet exercice de pédagogie auprès d'elles. Finalement, avec le profil de vos clientes, ce qu'elles vous racontent, est-ce que vous parvenez à dessiner un mode opératoire de Jean-Luc Brunel ? Clairement, on s'aperçoit qu'il y a un mode opératoire qui est établi. Elle dénonce vraiment tout un même déroulement. Alors, quel est-il ? Il va proposer un verre, généralement un cocktail, qu'elles vont accepter. Elles vont toutes nous dire que le verre va être suivi de trous noirs importants et qu'elles se réveillent quelques heures plus tard, après avoir perdu connaissance, dans le lit de Jean-Luc Brunel, alors que celui-ci, souvent, est en train de les violer. Donc ça, elles sont plusieurs et j'insiste sur le fait que ce sont des femmes qui ne se connaissent pas, qui viennent de milieux différents, qui sont de nationalités différentes et qui vont dénoncer ce même mode opératoire et c'est ce qui va tout de suite interroger les enquêteurs. Pendant 1 an, Jean-Luc Brunel va rester libre. Lui dit via son avocat qu'il est à disposition de la justice. Est-ce qu'on sait pourquoi il met autant de temps à être arrêté ? Rétrospectivement, oui, on a une petite idée, c'est que les investigations qui sont faites en amont sont quand même importantes. Il y a beaucoup de femmes qui vont être entendues. Alors, effectivement, beaucoup pour des faits prescrits, mais on va quand même recueillir leurs paroles et leurs témoignages. On va chercher à les corroborer, parfois avec des éléments matériels. Donc, on va avoir une enquête préliminaire qui, effectivement, va être longue, détaillée. Mais c'est aussi, je dirais, dans l'intérêt d'une bonne justice, puisque au moment de l'interpellation de Jean-Luc Brunel, eh bien, on peut déjà lui opposer un certain nombre d'éléments et de dénonciations des victimes. Donc oui, l'enquête préliminaire, c'est l'enquête de police. Comment vos clientes vivent toute cette période dans l'attente qu'il se passe quelque chose, que Jean-Luc Brunel soit arrêté ? J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, elle croit réellement au pouvoir des enquêteurs et de la police judiciaire française. Évidemment, ça reste une attente qui est extrêmement longue. J'ai toujours pour habitude de dire que le temps judiciaire pour les victimes est toujours très compliqué. Donc ça reste long. Je suis questionnée très régulièrement sur les avancées de l'enquête et je ne peux pas répondre puisqu'il y a une impossibilité d'accès à la procédure dans le cadre de l'enquête de police. Donc c'est un temps qui est quand même difficile, mais à aucun moment elles perdent espoir et à aucun moment elles imaginent que la situation qu'elles ont connue pour certaines en 88 puisse de nouveau se jouer. Donc elles croient quand même au débouché et à la possible interpellation de Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel est finalement arrêté en décembre 2020 alors qu'il s'apprête à prendre un avion. Comment vous l'apprenez ? Par la presse, je suis informée par une notification de l'interpellation de Jean-Luc Brunel à l'aéroport. Et aussitôt, ma première démarche est évidemment d'appeler mes clientes pour leur faire part de son placement en garde à vue. Et là, évidemment, c'est un soulagement pour toutes. Et Jean-Luc Brunel, il va être convoqué devant le juge. Il est aussi confronté à certaines plaignantes, mais celles-ci ne sont pas vos clientes. Qu'est-ce qu'il raconte ? Quelle est sa ligne de défense à lui ?
Jean-Luc Brunel, il le dit depuis le début par l'intermédiaire de ses avocats, il nie l'intégralité des actes qui lui sont reprochés. Il ne comprend pas, et l'explication qu'il va donner, c'est que c'est un complot de jeunes femmes qui n'ont pas eu la carrière de mannequin qu'elles souhaitaient. C'est quelque chose qu'on va entendre à plusieurs reprises, et donc elles se seraient concertées pour lui faire payer d'une certaine façon cet échec de carrière. Je dis tout de suite que c'est de toute façon une hypothèse qui ne tient pas, puisque s'agissant de ma cliente pour lesquelles les faits n'étaient pas prescrits, eh bien cette mannequin a eu une carrière vraiment développée et puissante dans le pays qui est le sien. Et vous aviez eu accès au dossier, mais vous n'avez jamais rencontré Jean-Luc Brunel. Est-ce que vous parvenez tout de même à dresser une sorte de profil de cet homme ? Qu'est-ce que vous savez de lui ? Le profil psychologique de Jean-Luc Brunel, il est dressé par les éléments que viennent me donner mes clientes. Donc effectivement, un homme qui est plutôt charmant, plutôt séducteur, agréable en société. Et elles décriront toutes des viols silencieux. C'est-à-dire que aucune ne va donner d'éléments sur un personnage, comme on peut le voir parfois, violent, agressif, qui passerait en force pour obtenir ce qu'il souhaite. C'est pas du tout ça. Jean-Luc Brunel, c'est au contraire l'image du dandy, mais qui est capable, pour arriver à ses fins, semble-t-il, de tendre un verre. Alors aujourd'hui, il est difficile de savoir précisément ce qui était dans ce verre, mais en tout cas, ce qui est décrit de manière unanime, c'est quand même ses pertes de mémoire et ses trous noirs. Jean-Luc Brunel va se suicider en prison, dans sa cellule à la Santé à Paris. Comment vous l'apprenez ? Là encore, je l'apprends par les médias. Aussitôt, j'ai bien conscience que ça va être un choc important pour, en tout cas, certaines de mes clientes, et évidemment pour celles dont les faits n'étaient pas prescrits. Et donc, ma première idée, c'est vraiment de préserver l'intérêt de mes clientes et de pouvoir les contacter avant qu'elles l'apprennent par les médias. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais m'atteler à les appeler une à une et à leur expliquer que malheureusement, il s'est suicidé. Et comment réagissent vos clientes à l'annonce de la mort de Jean-Luc Brunel ? Alors, de manière très différente. Pour certaines, je vais dire qu'on est sur une forme de soulagement. Elles ont l'impression que finalement, cette fin ou une autre, eh bien, ça permet de tourner la page. Et puis, pour d'autres, par contre, c'est vraiment un effondrement psychologique compliqué. Le sentiment, une nouvelle fois, qu'on leur a retiré la seule chance qu'elles pouvaient avoir d'être connues comme victimes. Et ça, c'était, pour au moins 2 d'entre elles, très, très, très compliqué à gérer. Et on est parti après sur d'autres possibilités, notamment celle d'une action au civil, pour leur montrer que il existait quand même dans notre arsenal juridique la possibilité d'aller dans d'autres directions, quand bien même il serait décédé. Mais effectivement, un choc important. Ouais. D'autant que l'une d'entre elles devait être confrontée à Jean-Luc Brunel quelques semaines après. Tout à fait. La date de confrontation était fixée. On avait eu ensemble un rendez-vous préparatoire pour organiser justement cette confrontation en détail. Et puis une confrontation, vous savez, c'est un acte de procédure. C'est vrai que pour la cliente, c'est un vrai exercice de préparation, mobiliser pleinement sa concentration, être capable aussi de se souvenir et de se replonger dans des faits qui sont passés il y a des dizaines d'années. Donc c'est compliqué. Cet exercice, elle l'avait fait. Malheureusement, la confrontation n'aura pas lieu. Aujourd'hui, il y a donc eu extinction de l'action publique puisque Jean-Luc Brunel est décédé. Est-ce que malgré tout, l'enquête s'est poursuivie pour notamment rechercher d'autres suspects, des complicités ? Le magistrat instructeur va décider de laisser le dossier ouvert un certain temps après le décès de Jean-Luc Brunel. Il ne va pas rendre immédiatement une ordonnance de non-lieu, mais finalement, cette piste-là ne donnera rien. On ne va pas identifier d'autres complices et donc rapidement, on va avoir une ordonnance de non-lieu pour effectivement extinction de l'action publique du fait du décès du mis en examen. Et là aussi, comment vous réagissez quand il y a non-lieu ? Comment réagissent vos clientes ? Elles s'y attendaient ? Alors le non-lieu, à partir du moment où le
le décès est acté, oui, moi j'anticipe en leur disant que de toute façon, on va sur une clôture et une ordonnance de non-lieu. Donc elles en sont informées à ce moment-là. Le reste, c'est une question de temps, mais elles l'avaient déjà en tête, ouais. Et pendant cette procédure, est-ce que vous étiez en lien avec les avocats des victimes américaines? Parce qu'il y en a aussi qui accusent Jean-Luc Brunel de viol parmi les victimes américaines. J'ai été en lien avec 2 cabinets d'avocats américains, effectivement, qui se posaient la question de savoir si il était ou non intéressant pour d'autres femmes de porter plainte aussi en France ou de se faire connaître dans le cadre de l'information judiciaire. Donc c'est des choses qu'on avait évoquées, mais qui n'ont pas été réalisées, encore une fois, du fait de son décès. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que l'enquête est close. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec vos clientes ? Régulièrement, parce que elles ont, je pense, ce besoin d'évaluer les possibilités qui sont les leurs aujourd'hui. Certaines ont déjà fait le choix de la procédure civile et d'autres se questionnent encore sur le fait de partir ou non dans cette direction. Et donc, il y a un besoin de réévoquer les processus qui pourraient être mis en œuvre. Et au-delà de ça, avec certaines d'entre elles, on a créé un lien de proximité important, je pense, de véritable confiance. Donc, on échange régulièrement, y compris sur d'autres affaires de violences sexuelles. Et cette procédure au civil, justement, en quoi elle consiste ? La procédure au civil, elle va permettre de contourner la prescription pénale, puisque le départ du délai de prescription, c'est le jour où la victime est considérée comme consolidée, c'est-à-dire comme guérie. Et vu que la plupart aujourd'hui ont encore des préjudices, notamment psychologiques, très importants, le délai de prescription ne commence pas à courir. Et donc ça permet d'obtenir une indemnisation si on arrive à démontrer, là encore, une faute, un lien de causalité, un préjudice. Et donc, quelque part, c'est une possibilité aussi d'être connue comme victime et de prouver la faute de l'auteur. Donc c'est un processus qu'on propose de plus en plus aux victimes. Et aujourd'hui, où en est cette procédure ? C'est en cours, on est en pleine instruction de ce dossier-là. Cette procédure, elle vise les héritiers de Jean-Luc Brunel ? Oui, absolument. Jean-Luc Brunel n'étant plus là aujourd'hui, elle vise les héritiers qui semblent avoir accepté la succession de Jean-Luc Brunel. Pour finir, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette affaire ? Alors, je dirais 2 choses. Évidemment, le nombre de femmes qui va prendre attache avec les enquêteurs pour dénoncer des faits. Ça va être un nombre important. Je le disais, mais c'est vrai que des femmes qui se connaissent pas et qui ont un discours commun, ça alerte toujours, ça interroge toujours. On a presque l'impression, j'aime pas trop employer ce terme, mais il y a un sentiment de répétition qui donnait réellement le tournis. Et puis, évidemment, le mode opératoire, puisque là encore, il y a des questions auxquelles on ne pourra jamais répondre, mais la question de la soumission chimique, de l'administration d'une substance, aurait pu à une autre époque être posée, puisqu'elle dénonce quand même toutes ces mêmes trous noirs qui interviennent après avoir bu un verre, une boisson. Donc c'est des questions sur lesquelles on n'aura pas d'éléments. D'ailleurs, dans l'information judiciaire, je le précise tout de suite, Monsieur Brunel n'était pas du tout mis en examen pour ces qualifications pénales-là. Mais pour mes clientes, ça reste une grande interrogation. On est 6 ans après la mort de Jeffrey Epstein, 6 ans après l'ouverture d'une enquête contre Jean-Luc Brunel. On en parle toujours de cette affaire qui est tentaculaire internationale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le sentiment, effectivement, que d'autres femmes n'ont pas pris la parole et n'ont pas révélé les faits dont elles ont été victimes. C'est peut-être uniquement une appréciation de ma part, mais j'ai vraiment ce sentiment que l'information judiciaire qui était en cours aurait permis d'arriver à la découverte d'autres victimes. Et ce qui est quand même intéressant, et pour moi c'est un élément clé, c'est que au début de l'ouverture de cette information judiciaire, on n'a que 2 femmes qui viennent parler, et on va avoir cette mannequin très connue, très célèbre, qui va
se manifester bien longtemps après le début de l'ouverture de l'information judiciaire. Donc, on s'aperçoit que voilà, chaque victime a son rythme, on le sait. Ça peut mettre parfois des années, parfois c'est à la lecture d'un article de presse, parfois après un échange avec une autre victime. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, on en parle encore, je pense qu'effectivement, toutes les victimes n'ont pas été identifiées et loin de là. Et comment on fait pour les convaincre, puisqu'aujourd'hui, il n'y aura pas de suite judiciaire à cette affaire ? Il y a cette possibilité quand même d'action civile. Si l'idée c'était de ne pas aller dans cette voie-là, je pense qu'une parole, elle a de toute façon son sens sans qu'elle soit forcément destinée à l'autorité judiciaire. Elle permet au moins de révéler une vérité à la presse, à d'autres victimes. Et en cela, elle est importante et elle permet aussi de montrer que, à tout moment, on peut parler. Vous voyez, cette impossibilité de parler parce qu'il est trop tard, parce que les gens sont puissants, parce que la prescription va jouer. Je pense qu'il est temps d'en finir avec tous ces préjugés et de se dire que une femme a toute sa place dès qu'elle prend la parole et quel que soit le moment. Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime sur l'affaire Jean-Luc Brunel. Un grand merci à Maïwenn Le Corlaire-Richard pour la préparation et à Étienne Villan pour le son et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez Les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À très bientôt!